Alors bonjour à tous. La France peut se réjouir d'avoir 2 champions du monde d'échecs. Alors 2 champions du monde dans des catégories jeunes, en moins de 8 ans et en moins de 10 ans. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur David Lacan-Russe, le champion du monde des moins de 10 ans. Mais aujourd'hui, coup de projecteur sur Marc Larry, donc le champion du monde d'échecs des moins de 8 ans. Que vaut un champion du monde d'échecs des moins de 8 ans ? C'est ce que je vais vous inviter à découvrir à travers une partie qui va vous intéresser de par la préparation d'ouverture, qui pourrait vous servir si vous luttez parfois contre la défense Caro-Kann, mais également parce que cette partie va montrer une phase de sa compréhension de jeu, et même quelques petites pointes tactiques, combinatoires, réjouissantes. Mais saluons avant le travail de personnes qui ont œuvré, bien sûr, qui ont contribué à la victoire de Marc Larry, à savoir en premier lieu ses parents, ses premiers formateurs, son club, l'échiquier Henri IV de Pau, et son entraîneur, Patrice Etchegaray. Alors regardons cette partie. Alors dans cette partie, Marc Larry a les blancs et il ouvre avec le pion roi E4. Et son adversaire répond par C6, la défense Caro-Kann. L'idée du pion C6, c'est bien sûr d'appuyer la poussée D5. Comme ça, en cas de prise, le pion peut reprendre et toujours s'imposer au centre, s'installer au centre. Alors cette partie que je vous montre, elle a été jouée au championnat d'Europe des moins de 8 ans, qui a succédé au championnat du monde. J'aurais pu vous montrer une partie du championnat du monde, mais la partie la plus spectaculaire du championnat du monde d'échecs, des moins de 8 ans, a été déjà montrée dans d'autres chaînes YouTube. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais quand même vous montrer cette partie, on verra dans l'espace commentaire. Mais là, je vous ai donc sélectionné cette partie du championnat d'Europe que j'ai trouvée très intéressante et formatrice. Donc, Marc Larry pousse D4 et il installe le fort centre de pion. Donc, D5, on vient taper au centre. Et là, c'est déjà un carrefour. Il y a un contact du pion D5 contre le pion E4. Donc là, il faut s'interroger sur quelle structure on veut jouer. Et selon les coups que les blancs vont jouer, ça va amener des structures différentes. On pourrait décider par exemple d'avancer pour créer cette structure d'avance dans la défense Caro-Kann. Alors dans ce cas-là, souvent les noirs sortent leur fou en F5 avant de pousser E6 pour ne pas enfermer le fou. Donc ça, c'est déjà une première structure de pion, avec un centre fermé. On pourrait décider de prendre en D5, et sur la reprise du pion, on a une nouvelle structure de pion, avec une colonne semi-verte E contre une colonne semi-verte C. Les plus habitués expérimentés de la chaîne reconnaîtront que cette structure s'appelle la structure Carlsbad. On a également la possibilité de défendre le pion E4, par exemple avec cavalier C3. Et en cas de prise, reprendre du cavalier. Et là, une nouvelle structure de pion, qu'on appelle la structure de pion Rubinstein, avec la colonne semi-verte E contre la colonne semi-verte D. Et puis, nous allons avoir le coup F3, joué par Marc Larry. Nouvelle proposition d'une structure de pion, parce que si les noirs prennent, et c'est ce qui s'est passé dans la partie, les blancs reprennent en E4, et là, nous avons un duo de pions centraux, mais plus de pions F, bien sûr. Voyez donc, après cette poussée D5, des noirs, plusieurs structures de pions, 4 structures de pions différentes qui peuvent arriver après la poussée, après la prise, après la défense du cavalier C3 ou en cas de poussée du pion en F3. Donc là, ce qui va nous intéresser dans cette partie, c'est cette structure de pions. Bon, très bien. Alors les blancs, ils ont établi un fort centre de pions. Alors, pourquoi les noirs ont accepté cela ? Eh bien parce qu'ils sont capables de tout de suite frapper le centre des blancs. Et ils vont le faire avec la poussée E5. L'autre idée de la poussée E5, c'est pas simplement de frapper le centre blanc et d'attaquer 2 fois le pion D4. C'est également d'ouvrir la diagonale pour profiter de l'absence du pion en F2 et faire planer des menaces d'échec au roi et d'attaque du pion de fourchette sur le pion en E4. Par exemple, si les blancs prennent en E5, ici, on pourrait jouer dame H4 échec, attaque le roi, attaque le pion en E4. Donc du coup, après la poussée en E5, c'est pas intéressant pour les blancs de prendre le pion de 5. C'est pas intéressant non plus pour les blancs de solidifier par C3, toujours en raison de dame H4. Donc le coup logique ici, c'est de développer le cavalier en F3, comme on pourrait le faire dans des gambits rois pour ceux qui connaissent, pour que le cavalier contrôle la case H4 et que la dame ne menace plus de rentrer sur cette case. Alors les noirs, ils prennent en D4, ils font pion prend. Et là, je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause. Déjà un premier moment, dans cette ouverture intéressante, que joueriez-vous avec les blancs ? Quelle décision prendre ? Comment continueriez-vous le développement avec les blancs ici ? Alors, à tout de suite.
Alors, vous auriez opté pour quel coup? Les prises en D4 ne sont pas satisfaisantes. Sur cavalier prend D4, il y a toujours la sanction dame H4. On se fait toujours punir par ce coup. Donc il faut vraiment laisser le cavalier en F3 pour protéger la case H4. Et la reprise de la dame en D4 autoriserait un échange des dames. Un échange des dames qui conduirait la partie dans une finale ou dans un milieu de jeu sans les dames. Et dans ce type de position, généralement, le pion E4, qui est un pion isolé, c'est-à-dire un pion qui ne peut pas être protégé par d'autres pions, peut être assez exposé. D'ailleurs, il serait exposé tout de suite à l'attaque du cavalier en F6 qui attaquerait le pion de 4, et on ne redouterait pas E5 à cause de cavalier G4 qui continue à attaquer le pion. En plus, il y aurait des fous C5 qui attaquent le cavalier, si le cavalier bouge derrière, ça rentre en F2. Vous voyez, c'est pas très réjouissant. Donc, dans la position, on n'a pas envie de prendre de la dame parce que l'échange des dames provoquerait une finale ou un milieu de jeu sans dame, ça dépend comment on veut l'appeler, avec un pion E4 isolé qui serait vulnérable aux attaques de l'adversaire. Et la reprise du cavalier, donc on a dit dame H4, on se fait punir par dame H4. Donc il ne faut pas reprendre en D4. Et que faut-il jouer? Eh bien, il faut jouer fou C4, on continue le développement. On vient pointer le pion en F7. Pion F7 qui peut être attaqué par d'autres coups. Il peut y avoir des coups comme cavalier G5 qui peuvent arriver pour attaquer F7. Et bientôt un petit roc avec la tour en F1 qui bénéficiera de la colonne ouverte pour taper en F7. Et le pion D4, lui, reste toujours attaqué. Donc les noirs n'ont pas l'assurance de conserver ce pion toute la partie. Donc fou C4, bien joué. Alors les noirs ici, ils jouent cavalier F6, ils se développent. Et comment on continue cette position avec les blancs? Quelle décision prendre? Une nouvelle fois, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le coup de Marc Larry. A tout de suite. Alors, ici, le pion E4 est attaqué, et on pourrait s'intéresser légitimement à la poussée du pion E5 pour déstabiliser le cavalier, mais le cavalier aurait maintenant accès à la case D5 pour entraver la diagonale du fou. Donc du coup, il est préférable de laisser le pion E4 qui contrôle cette case D5 et qui empêche les noirs de placer le cavalier en D5. On pourrait s'intéresser à l'attaque du pion en F7 en jouant cavalier E5 ou cavalier G5 pour attaquer le pion F7. Alors déjà, cavalier E5 serait une grosse erreur. Parce que on mettrait le cavalier sur une case sans protection. C'est ce qu'on appelle un cavalier en l'air. Une pièce en l'air, c'est une pièce qui est sans protection. Et ce cavalier est exposé, notamment à l'échec. Ici, vous voyez, il y aurait un échec, le roi est mal caché encore, avec cette fourchette d'attaque sur le cavalier. Donc ça perdrait une pièce. Alors on pourrait s'intéresser à cavalier G5, où là on a une double attaque sur le pion en F7 comme ça. Oui, c'est intéressant quand même, cette attaque sur F7. Pas facile à défendre. Alors les noirs, ils n'ont pas 50 coups pour défendre. Ils ne vont pas défendre avec la dame, puisqu'on ne veut pas perdre la dame. Ils pourraient se jouer fou E6, acceptant de perdre un pion, que ça soit sur fou prend, pion prend ou cavalier prend, ou que ça soit sur cavalier prend, pion prend, fou prend. Parce qu'après tout, les noirs perdent un pion, mais ils en ont gagné déjà un pion. Par exemple, sur fou prend, pion prend, cavalier prend, on peut jouer dame E7 et contre-attaquer sur la colonne E, attaquer le cavalier derrière le pion en E4. Et si on fait l'inverse, cavalier prend, fou prend, c'est pareil, dame E7. Et sur fou F5, G6. Et le pion E4 va tomber, avec des prises sur échec, dès que le fou est parti. Donc dans la position, finalement, E5, cavalier G5, donne pas entière satisfaction. Alors Marc Larry continue son ouverture d'attaque, sa préparation d'ouverture ici, par un coup de développement. Il joue à la manière romantique ici, continue à se développer petit roc. Et bien sûr, pour les noirs, la prise en E4 ne va pas aller. Parce que les noirs, ils ont déjà un pion de plus, mais s'ils en prennent un deuxième ici, ils ne le digéreront pas. Parce que là, les blancs peuvent jouer cavalier E5. Il n'y a plus de dame A5 qui fait échec maintenant. Donc le cavalier, même s'il est en l'air, il ne peut pas subir une fourchette. Et cavalier E5, ça attaque 2 fois F7. 3 fois avec l'ouverture de la colonne. Donc si le cavalier revient en F6, ça ne changera pas, on pourra prendre en F7. Si le pion avance, le cavalier rentrera en F7 à chaque fois. Et donc cette position, c'est une catastrophe pour les noirs. Il y a trop de développement, d'initiative, d'attaque pour les blancs. C'est pas possible de jouer comme ça. Donc les noirs ne prennent pas en E4 et ils se développent. Fou E7. Et là, Marc Larry attaque. Cavalier G5. Il vient attaquer doublement le pion F7. Les noirs se défendent avec petit roc pour que la tour vienne défendre F7. Et là, on joue quoi avec les blancs? Vous joueriez quoi? Une nouvelle fois, une troisième fois, je vous invite à mettre la vidéo sur pause
pour voir si vous arriveriez à trouver tous ces enchaînements, tous ces coups de Marc Lary. À tout de suite. Alors, ici, Marc Lary va prendre en F7. Habituellement, ce troc de cavalier et fou contre pion et tour, parce qu'après cavalier prend, tour prend, fou prend, roi prend, c'est ce qui se produit. On troque le fou et le cavalier qui est à l'attaque contre une tour qui ne jouait pas et un pion en F7. Donc habituellement, ce type de troc n'est pas satisfaisant pour les blancs. Mais là, il y a une différence. Il va y avoir une pointe en fin de variante. C'est que la colonne F, elle est ouverte. Il n'y a pas le pion en F2. Et donc, si le roi noir se retrouve en F7, on peut aller pointer le cavalier par la poussée en E5, attaquer le cavalier qui ne pourra pas bouger à cause du clouage. Donc on ne va pas troquer un cavalier et un fou contre une tour et un pion. On va également se saisir du cavalier en F6. Donc c'est ce qui se passe. Cavalier prend F7. En plus, on attaque la dame, on prépare des découvertes, le cavalier est prêt à partir à tout moment en faisant un échec. Donc les noirs prennent, fou prend, roi prend, et la poussée du pion en E5. Le cavalier est perdu. Alors le roi joue roi G8 pour se déclouer, mais c'est trop tard, bien sûr, on prend le cavalier. Et fou reprend. Alors ici, avec les blancs, qu'est-ce qu'on a gagné finalement? On a gagné la qualité, c'est-à-dire l'avantage qu'a une tour sur le fou de case blanche. Le fait principalement que la tour, elle peut jouer sur les deux couleurs, pas le fou de case blanche. Mais cette position, il faut être encore précis. Parce que les noirs ont un pion de plus, le pion D4, et certes, ils n'ont pas la tour, mais ils ont donc ce fou de case blanche, et ils ont la paire de fous dans une position relativement ouverte, même très ouverte, qui permettrait au fou d'avoir des diagonales. Donc il faut être assez précis, et on en a vu, et vous l'avez certainement subi dans vos propres parties, des parties où vous gagnez un avantage matériel, même la qualité, et puis finalement on se fait retourner. Donc il faut être très précis. Quand on a l'avantage matériel, le travail continue, bien sûr. Alors, ici, certainement que le coup qui nous intéresse le plus, c'est cavalier D2. Le cavalier ne peut pas aller en C3 à cause de la présence du pion D4. Donc on pourrait jouer cavalier D2 pour rebondir en E4 et essayer d'attaquer le fou, d'éliminer la paire de fous de l'adversaire, ou en tout cas de faire repousser ce fou, en déployant le cavalier. Marc Lary a préféré jouer dame D3, ici. Peut-être qu'après cavalier D2, dame D5 l'embêtait, le fait que la dame contrôle la case E4. Je ne sais pas pourquoi il a voulu jouer dame D3 avant, parce que là, il pourrait quand même jouer dame E2 pour obtenir la case E4. En plus, on menace de venir faire un mat en E8. Bon, bien sûr, les noirs peuvent jouer fou E6 pour bloquer, mais le cavalier peut aller maintenant en E4. En tout cas, Marc Lary, il n'a pas voulu jouer ici cavalier D2, il a d'abord joué dame D3. Les noirs ont joué fou E6. Ils auraient dû jouer cavalier A6, parce qu'en cas de cavalier D2, le cavalier a le temps de venir en C5, attaquer la dame et contrôler la case E4, vous voyez. Mais avec fou E6, finalement, le plan cavalier D2 va marcher comme sur des roulettes. Cavalier A6 menace donc d'arriver en C5, mais c'est trop tard, cavalier E4. Le fou est attaqué, il recule en E7, parce qu'il y a une double attaque, et donc si on prend le fou avec le cavalier, la dame ne pourra pas reprendre à cause de la tour, il faudra reprendre du pion, ça casse la paire de fous et ça casse l'abri royal. Donc le fou préfère reculer en E7. A3. Donc là, l'idée, c'est que le cavalier n'est même pas la case B4. Bon, bien sûr, il pourrait rebondir en C5. C'est d'ailleurs le meilleur coup des noirs. Alors à la place de A3, on pourrait chercher un autre coup. Et c'est vrai que parfois, les joueurs peu expérimentés, pas encore très expérimentés, me disent oui, on se développe, on sort des pièces, on rock, mais après on ne sait pas trop quoi faire. Alors, pour trouver ce qu'il faut faire dans des positions, il faut établir des plans. Et les plans, on les établit par rapport à des déséquilibres. Et là, dans la position, il y en a des déséquilibres. C'est vrai que les blancs ont la qualité de plus, et les blancs doivent surtout axer leur attaque sur les cases noires. Parce que pour compenser cette qualité, les noirs, ils ont un fou de case blanche. Mais si on attaque les cases noires, le fou de case blanche sera bien inutile à la défense, et finalement, les noirs devront combattre avec une pièce de moins sur ces cases noires. Alors, engager le combat sur les cases noires, eh bien, ça peut être essayer d'attaquer D4. D4 peut être facilement défendu, ne serait-ce que par la poussée C5, par exemple.
Non, la véritable cible sur les cases noires, elle est en G7. C'est ce pion G7 qui défend le roi. Si on arrive à détruire ce pion ou à l'inciter à avancer, les cases F6 et H6 vont s'affaiblir au profit du cavalier et du fou C1. Donc il faut essayer d'attaquer G7. Et le plan, ça va être de pointer ce pion G7. Et donc à la place de A3, on pourrait s'intéresser à Dame G3. Mettre une pression sur G7 et préparer H6. On a également le joli coup fou H6. On pointe tout de suite le pion G7, avec l'idée de poursuivre par exemple par Dame G3, et on ne craint pas la prise, parce que dans ce cas-là, Dame G3 échec, ça ouvre la colonne G. Si le fou vient en G5, on pourra jouer H4 et on pourra prendre le fou. Le roi, comme la colonne F est ouverte, il n'a pas le choix d'aller en H8. Et là, on tape sur les cases noires encore. On arrive en E5, on fait échec, et on profite de l'absence du pion G7, non seulement pour avoir attaqué le roi sur la colonne, mais également sur la diagonale noire. On n'a pas peur de fou F6, il y a le cavalier et la tour qui vont éliminer tout ça. Et donc là, la dame, elle attaque le roi, elle attaque le fou, et c'est une attaque dévastatrice. Il n'y a pas d'abri pour le roi, la paire de fous va tomber, le cavalier est aux fraises. Non, là, c'est une catastrophe. Donc, vous voyez dans cette position, pointer G7 par l'enchaînement Dame G3 et fou H6, ou même fou H6 tout de suite, c'est amusant. Alors, Maclary a d'abord joué A3. Mais là, les Noirs auraient pu jouer cavalier C5, ramener le cavalier en jeu, essayer de provoquer des échanges. Mais les Noirs ont joué C5, ils ont voulu consolider leur pion D4, leur pion supplémentaire, mais ça va laisser l'occasion à Maclary d'établir le plan qu'on disait. Dame G3, point de G7. Dame D5 vient attaquer le cavalier, mais le cavalier ne bouge pas. On continue à appuyer où ça fait mal, sur le pion en G7. Fou H6. Et on menace Dame prend G7 mat. Comment défendre G7 ? C'est compliqué parce que si on joue fou F6, le cavalier peut prendre. Le pion G7 est cloué. Si on joue fou F8, eh bien on peut prendre le fou en F8 et ensuite prendre en G7 avec une attaque gagnante. Donc finalement, l'adversaire de Maclary avec les Noirs, il joue G6. Et il a craqué les cases noires. Le fou s'est installé en H6 et la case F6 s'est affaiblie de par la disparition du pion G7 qui avance en G6. Et donc on fait tout sur case noire, cavalier F6 échec. Regardez, c'est magnifique. Alors que le fou case blanche est spectateur du déroulement du jeu sur les cases noires. Il ne pourra pas lutter. Et rappelons que le cavalier, il est vraiment hors jeu. Donc fou prend et tour prend. Et là, quelle peut être l'idée de faire mal à l'adversaire sur les cases noires ? S'il n'y avait pas la tour à 8, on pourrait jouer tour F8. Ça serait échec et mat avec le fou qui protège. Magnifique mat. Mais il y a la tour en A8, donc on va chercher à jouer la tour en F1 pour jouer tour F8. En cas de prise, on reprend de la tour pour mater. C'est pour ça que l'adversaire joue fou F5. Il essaye d'entraver le jeu sur cette colonne. Mais tour F1 quand même. Rappelons que le pion G7 est cloué. Donc on va menacer de prendre le fou avec l'une des deux tours. Et le pion G7, enfin non, c'est le pion G6 d'ailleurs, il est pion G7. Le pion G est cloué, il ne pourra pas reprendre, à cause du clouage sur la colonne. Alors, dans la partie, l'adversaire va jouer D3. On va voir, mais regardons déjà si les Noirs se déclouent. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils peuvent aller qu'en H8. Et là, on va quand même prendre en F5. Parce que la disparition du pion G permettra d'accéder à la case G7 et de mater sur les cases noires. Donc, je ne sais pas, on peut faire tour prend F5. S'il reprend de la dame, il perd la dame. S'il prend du pion, dame G7, échec et mat. Donc, dans la position, après tour F1, les Noirs ont joué D3. Mais ça n'empêche pas la prise du fou, mais il n'y avait plus de défense en réalité maintenant. Donc, tour prend, on gagne une pièce, la dame est attaquée. En plus, on a toujours la menace de jouer tour F8, tour prend, et l'autre tour reprend mat. Et le joueur avec les Noirs ici maintenant, il est désemparé, il va sacrifier la dame, il va faire dame prend, tour prend, le pion G est toujours cloué. Prise en C2. Bon, on pourrait s'intéresser à Dame B3 ici, c'est certainement le coup qui fait le plus mal directement, mais Maclary a préféré reculer en F1. Bon, la case C1 est bien contrôlée par fou et tour. Le pion a été se transformer en tour. On a repris, bien sûr, les Noirs n'ont plus de résistance possible. Dame B3 échec, roi H8, Dame C3, roi G8, et le mat sur les cases noires. Le petit mat qui fait plaisir et qui fait bien. Alors une partie qui fait plaisir, une partie sapide, c'est réjouissant de voir le raisonnement comme ça d'enfants si jeunes. Et si vous le voulez bien, avec la communauté de la chaîne,
On va suivre la carrière de Marc Larry et on pourra de temps en temps revoir ses plus belles parties dans l'évolution de son jeu. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, et on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!